Bienvenue dans cette vidéo, nous allons parler du VPC, c'est le Virtual Private Cloud comme l'appelle Amazon. C'est l'endroit où l'on gère les réseaux virtuels à l'intérieur d'AWS. En effet, pour que on puisse se connecter à notre machine virtuelle qui est hébergée chez Amazon, comme on l'a fait dans la vidéo précédente, il faut qu'on ait du réseau et notamment des réseaux virtuels à l'intérieur d'Amazon. Ça passe donc par le VPC. Alors, il y a un VPC par défaut. Je vais aller voir la console de gestion des VPC en cherchant VPC. Et j'arrive ici, je vois que j'ai déjà un VPC. Alors, tout ce qu'on voit ici, c'est la redondance. Il y a beaucoup de choses en plusieurs exemplaires, mais on peut gérer beaucoup de choses dans un VPC. Donc, les réseaux, des sous-réseaux, des tables de routage, des passerelles Internet, des groupes de sécurité, donc les pare-feux, des ACL, du NAT et encore d'autres choses, du DHCP, etc. Nous, on va créer un VPC, parce qu'il y en a déjà un par défaut, mais on apprendra beaucoup plus de choses en créant notre propre VPC. Déjà, première option, VPC uniquement ou VPC et plus encore. On va choisir VPC et plus encore, parce que sinon, il y a tout un tas d'options auxquelles on n'a pas accès. Et donc, VPC et plus encore. Le VPC, donc, comme j'ai dit, c'est un peu votre data center virtuel, ou plus précisément, je dirais, c'est notre armoire réseau virtuel. Et à l'intérieur de ce VPC, je vais avoir des sous-réseaux. Ces sous-réseaux, ils vont utiliser des tables de routage, et enfin, des points de connexion, soit pour communiquer avec l'extérieur, comme la gateway qui est ici, soit pour communiquer de sous-réseau à sous-réseau. Alors, il y a deux types de sous-réseaux. Je vois ici que j'ai un sous-réseau public, par exemple, et ici un sous-réseau privé. Alors, je vais expliquer ça au tableau blanc. Et donc, si je veux que ma machine communique avec le monde extérieur, par exemple mon serveur web, je vais la mettre donc dans un sous-réseau public. Et ce sous-réseau public va avoir une gateway pour communiquer avec le reste du monde. Une gateway, on peut traduire par une passerelle. Mais ce serveur web, il peut avoir par exemple d'une base de données ou d'un serveur de base de données. Donc je vais avoir un autre serveur qui va contenir ma base de données. Et lui, il va être dans un sous-réseau privé. Et on va communiquer entre le serveur web et le serveur de base de données via un endpoint qui est comme une sorte de passerelle, mais qui ne va pas vers l'Internet, qui permet juste de communiquer entre les sous-réseaux. J'ai donc l'Internet qui est accessible via mon sous-réseau public. Les sous-réseaux publics, c'est leur raison d'être, c'est de pouvoir se connecter à l'Internet. Et à partir de là, on peut faire du VPN ou être accessible si c'est un serveur web pour le reste du monde, etc. Par contre, pour communiquer entre des ressources, ma base de données, elle n'a pas vocation à être accessible depuis le reste du monde. Elle va donc pas avoir directement de connexion vers l'Internet, mais par contre, via le endpoint, je vais pouvoir communiquer entre les deux réseaux, le public et le privé, et donc communiquer entre mon serveur web et ma base de données. Il est possible de rajouter un NAT à un réseau privé pour avoir l'Internet. Alors, pour quelle raison je pourrais vouloir avoir un NAT et donc communiquer avec l'Internet dans un réseau privé?
par défaut, il n'y en a pas, mais on peut en rajouter un. Bah, par exemple, pour des choses comme la gestion des mises à jour ou rajouter des fonctionnalités dans mon serveur de base de données, des choses comme ça. Nous, on va pas le faire pour déjà une raison simple, c'est que ça coûte assez cher, et ensuite, clairement, dans les manipulations qu'on va faire là, on n'en aura pas besoin. Mais la raison principale, et ça, vous pouvez d'ores et déjà le noter, le retenir, le NAT pour les réseaux privés coûte assez cher chez AWS. Donc je récapitule, dans les sous-réseaux de type public, je vais mettre mes machines qui ont vocation à discuter avec le reste du monde. Et dans les sous-réseaux de type privé, je vais mettre mes machines ou d'autres types de ressources euh, qui n'ont pas vocation à discuter avec le reste du monde, mais plutôt qui ont vocation à discuter avec d'autres ressources. On pourrait dire un petit peu que ça, c'est mon front-end. Et que ça, c'est mon back-end. Et que donc, ça n'a pas vocation à discuter avec l'Internet public. Revenons maintenant à la création du VPC. Donc, je vais commencer par lui donner un nom. Alors lui, il me génère un nom automatiquement. Je vais mettre projet-01 par exemple. Et donc, le VPC s'appellera projet-01 VPC. Les sous-réseaux contiennent aussi projet 01, l'étape de routage aussi, et les connexions aussi, la gateway et le endpoint, contiennent tous le nom que je donne à mon projet. Je peux choisir le bloc d'adresse par défaut et 10.10.10.00. Normalement, on le change parce que si on veut connecter, on peut, si on veut, connecter plusieurs VPC entre eux. Et donc, s'ils ont tous le bloc d'adresse par défaut, ça va pas marcher. Et donc, on personnalise. C'est vraiment la best practice. Je vais lui mettre un 192.168.0.0. Je vais le mettre en /16. Parce que bah, je peux, si je veux, le découper après en des /24. À partir de mon /16, je peux fabriquer plusieurs sous-réseaux qui, eux, seront en /24. Je ne veux pas faire d'IPv6. Et ensuite, la redondance. Là, je vois que j'ai East-US. Donc East-US, c'est Virginie du Nord, toujours la région par défaut. Et j'ai un A et un B. Et donc, c'est la redondance. On le sait, une région comme Virginie du Nord est constituée de plusieurs data centers. Et si jamais un était en panne ou perdait sa connexion réseau ou que sais-je encore, eh ben on aurait nos réseaux virtuels dans les autres data centers de la région. Et donc nos machines auraient toujours Internet. Si mon site web est hébergé dans un sous-réseau et puis que le data center du sous-réseau perd sa connexion Internet ou tombe en panne ou que sais-je encore, donc je ne serai plus accessible, je ne peux plus travailler, etc. Donc on peut être amené, et c'est une bonne chose, de faire de la redondance. Simplement, c'est des data centers différents. Je peux choisir ici le nombre de redondances. Si je prends 3, il me fait 3 sous-réseaux avec alors on a la table de routage public plus les tables de routage des réseaux privés. Et par contre, je n'ai toujours que 2 points de terminaison. La gateway toujours des réseaux publics et le endpoint pour faire communiquer entre les sous-réseaux privés et les sous-réseaux privés avec le sous-réseau public. Je vais simplement revenir sur 1, et on voit que bah, quand on ne choisit pas de redondance, en fait, ça revient à ça, je n'ai plus que un sous-réseau public et un sous-réseau privé, chacun avec leur table de routage et chacun avec le réseau public, la gateway, et donc le endpoint pour le réseau privé. Au passage, si je sélectionne le réseau public, ben, je vois bien qu'il passe par la table de routage public et après par la gateway. Si je sélectionne le réseau privé, je vois que ça passe par la table de routage privé et donc ensuite par le endpoint. Si je descends un petit peu, je vais voir le NAT. Alors au passage, je pourrais dire je ne veux pas de sous-réseau public ou je ne veux pas de sous-réseau privé. Ça dépend de ce que je veux faire. Mais bon, dans notre exemple, on va garder un public et un privé.
Et donc le NAT, alors pour l'instant, il n'y a pas de NAT. Et si je dis que je veux un NAT, alors je peux dire choisir dans une seule zone de disponibilité, c'est-à-dire que si j'en mets 3 ici, je peux dire je veux le NAT que dans une seule de ces zones de disponibilité, de ces redondances, euh, ou un par zone de disponibilité. Alors je vais revenir ici, les nombres de disponibilité à 1, voilà. Donc là, il va, quoi que je fasse, me mettre un NAT. Il se rajoute ici et je vois donc que maintenant, eh bien, comme on l'avait expliqué au tableau blanc, le sous-réseau privé, toujours via la table de routage, peut passer soit par le NAT, mais comme je vous le dis, ça coûte assez cher, donc, mais via le NAT, on va avoir accès à l'Internet, et donc nos ressources qui sont dans le réseau privé pourront être mises à jour, on pourra rajouter des fonctionnalités dans une machine virtuelle, etc., télécharger des applications ou que sais-je encore. Et puis, on a toujours le endpoint, le VPCE, pour discuter avec le réseau public sans passer par l'Internet. Hein, quand on passe par le VPCE, par le endpoint, on ne passe plus par l'Internet. Et donc, on n'est plus facturé pour le trafic qui éventuellement pourrait sortir des data centers pour aller sur l'Internet. Puisqu'il n'y a plus de trafic qui sort du data center en provenance du réseau privé. Ceci étant dit, donc, nous, on va pas faire de NAT, encore une fois, surtout parce que ça coûte assez cher, et que nous, on veut rester dans le cadre de notre abonnement public gratuit, surtout. Et ensuite, des options de DNS. Après, il y a encore des options supplémentaires d'identification. Alors là, il y a ajouter une nouvelle balise. Bon, on va pas rajouter de balises, vous vous souvenez, on avait fait ça dans les vidéos précédentes, on pourrait dire, voilà, c'est pour le développement et pour tel client, ce genre de choses. Là, mes réglages me vont bien, donc VPC plus encore, j'ai donné un nom, je n'ai pas gardé le réseau par défaut, ça il faut prendre l'habitude de ne pas mettre le réseau par défaut. Location par défaut, alors là je pourrais choisir encore dédié, c'est pour avoir un serveur dans le data center qui est que pour moi, que je ne partage pas avec d'autres clients pour avoir plus de puissance. Bon, nous on va rester par défaut. Le nombre de zones de disponibilité, pour faire simple, on va en faire qu'une. Un sous-réseau dans chaque public et un sous-réseau privé, ça nous suffit. Et donc pas de NAT, et on a la gateway pour le réseau public pour aller vers l'Internet, et le endpoint pour le réseau privé pour pouvoir communiquer avec le réseau public. Parfait, je vais cliquer sur créer un VPC, et c'est parti, il déploie, on voit que ça va assez vite, il est en train de créer toutes les ressources qui vont être créées en même temps que le VPC, et je vais lui demander de m'afficher le VPC. Et je suis donc dans mon VPC, projet 01. J'ai toujours mes sous-réseaux. Alors, j'ai les tables de routage. Par exemple, si je vais voir la table de routage du sous-réseau public, je vais cliquer là-dessus. Moi, je voudrais l'ouvrir. Alors, il y a une subnet association et 2 routes. Oui, ça c'est parfait. Mais voilà, il me l'ouvre dans un nouvel onglet. En fait, il fallait vraiment cliquer sur la petite flèche ici. Toi, va-t'en. J'ai donc ma table de routage. Qu'est-ce qu'elle indique, cette table de routage? Eh bien, elle dit aux ressources, aux machines qui sont dans ce réseau-là, 000, l'Internet, il faut passer par la gateway. Et la gateway, si je vais voir, eh bien, simplement, je vois juste qu'elle est attachée à tel ou tel sous-réseau. Donc voilà, pour l'instant, il y aurait encore, vous voyez ici, pas mal d'options qu'on pourrait aller voir. On pourrait rajouter des passerelles NAT, on pourrait régler du DHCP, on pourrait régler encore les tables de routage ou créer des nouvelles tables de routage. On voit ici qu'on a les ACL et les groupes de sécurité. Encore une fois, les groupes de sécurité, ce sont les pare-feux. Ensuite, il y a des pare-feux DNS et bon, bref, tout un tas de choses. Pour l'instant, on a notre VPC. Il est tout à fait opérationnel. Le VPC en lui-même, les deux sous-réseaux, le public et le privé, les tables de routage et la gateway et le endpoint.
Et si je crée maintenant, je vais aller ici dans EC2, ou sinon je peux le rechercher ici, EC2, et que je crée une machine virtuelle, je vais pouvoir dire je veux utiliser tel ou tel VPC. On va faire ça vite fait. Donc, catalogue des AMI. On va prendre offre gratuite uniquement. On va donc prendre toujours Ubuntu serveur 22 LTS, sélectionner, lancer une instance. Alors, je vais l'appeler test. J'irai pas au bout de la création de la VM, on n'en a pas besoin là tout de suite, mais juste pour vous montrer que dans les paramètres réseau, c'est le VPC par défaut normalement qui est mis ici. Je vais modifier ça et là je vais avoir le choix entre voilà, le VPC du projet 1 et dans les VPC du projet 1 après je peux encore choisir les sous-réseaux. Donc là c'est bien, là c'est le sous-réseau privé. Si je veux que ma machine ait internet, il faut que je la mette dans le sous-réseau public. C'est marqué ici subnet public. Et donc là, si je crée la VM, elle aura le réseau grâce au VPC que je viens de créer. J'ai choisi le sous-réseau. Je pourrais encore, si je veux, créer ou sélectionner un groupe de sécurité, c'est-à-dire un pare-feu. On a déjà vu tout ça, les règles SSH, etc. Mais surtout, là, ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est maintenant que j'ai mon propre VPC que j'ai créé moi-même et configuré comme je le souhaitais, je peux l'utiliser, je peux choisir les sous-réseaux dedans. On voit que par défaut, il m'a mis un /20. Donc ça, on peut aussi aller modifier les plages d'adresse des sous-réseaux. Mais bon, pour l'instant, on a créé un VPC, on peut l'utiliser pour créer une machine virtuelle et pour créer le réseau directement. Si vous voulez que votre machine virtuelle ait Internet, elle doit être dans un sous-réseau public. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans la suivante.